Ravi de vous retrouver pour une deuxième séquence de révision qui vise à travailler des exercices d'évaluation formative traitant les chapitres du troisième trimestre et ont fait l'objet d'une diffusion durant la période de confinement. En effet, deux exercices ont fait l'objet d'une sélection et qui portent sur la neurophysiologie. Commençons par le premier exercice. En effet, il est extrait de la session de contrôle 2018 de l'épreuve de sciences biologiques des apprenants faisant partie de la section sport. Et pour ce qui est de cet exercice, il fait partie de la première partie de l'épreuve qui a pour principal objectif la restitution des connaissances. En effet, l'énoncé est le suivant. Pour faire face à une situation stressante, l'organisme mobilise le système végétatif, baptisé encore autonome. Et en fait, ce système fait partie de l'organisation du système nerveux, doté de deux composantes à rôle antagoniste. On parle ici du système nerveux végétatif parasympathique et orthosympathique. Ce dernier est constitué de ganglions et de nerfs orthosympathiques. Au système végétatif s'ajoute le système endocrinien, formé d'une multitude de glandes dotées d'une capacité à sécréter une multitude de messagers chimiques dont la nature diffère quelque peu, mais rappelons que parmi les éléments ou bien parmi les organes faisant partie du système endocrinien, nous citons l'axe hypothalamo-hypophysaire ainsi que la médulo-surrénale. Que nous demande l'auteur? En effet, la première consigne vise à rappeler les principales phases du stress. Et si l'on mobilise nos connaissances antérieures, les phases du stress sont dans l'ordre, donc vous avez ici une chronologie, sont dans l'ordre la phase d'alarme, la phase de résistance. Et si l'organisme n'arrive pas à se défaire de cette phase de résistance, baptisée encore adaptation, survient une phase d'épuisement qui, je vous rappelle, est caractérisée par un épuisement du système immunitaire et l'apparition de maladies dites psychosomatiques. Pour ce qui est de la deuxième question, l'auteur nous demande de représenter à l'aide d'un schéma simplifié. Arrêtons-nous au niveau de cette expression dans le but de l'expliquer. En effet, lorsque vous êtes en présence d'une expression pareille, il est conseillé d'apporter des éléments de réponse à cette question tout en communiquant via un texte court dans le but de représenter un mécanisme ainsi que les interactions entre ces différentes composantes, sans référence anatomique. Il est conseillé d'utiliser des rectangles qui seront reliés par des flèches et comme tout schéma, un code est souvent utilisé visant à présenter la signification des signes, plus, moins, pour dire respectivement stimuler et inhiber. Et comme tout schéma, la présence d'un titre est obligatoire et le titre se doit de traduire les relations établies et ce d'après la consigne. Dans ce cas, le candidat est conseillé de préciser les structures impliquées, mais revenons à la consigne, lisant l'intégralité de la consigne. En effet, l'auteur nous demande de représenter à l'aide d'un schéma simplifié le mécanisme nerveux mis en jeu lors d'une situation stressante. Et vous savez que lors de l'étude du stress, il existe un mécanisme dit neuro-hormonal. Sur ce, on va se focaliser uniquement sur le mécanisme nerveux et rappelons les structures impliquées dans sa réalisation. Nous citons à titre d'exemple le stimulus stressant, le cortex cérébral, la moelle épinière, l'axe hypothalamo-hypophysaire, les organes de sens, le système limbique et la médulo-surrénale. Pour ce qui est du deuxième conseil, une fois les éléments énumérés, reste à établir le lien. Donc, le conseil est le suivant.
relier les différentes structures selon le principe cause-conséquence par des flèches. Et le mécanisme nerveux du stress est le suivant en réponse à la question. Nous avons ici utilisé le signe plus pour indiquer que nous sommes dans un contexte de stimulation. En fait, les stimuli stressants sont perçus par des organes de sens. Ces derniers, au niveau de ces derniers, on va assister à la naissance de potentiels d'action propageables jusqu'au cortex cérébral. Et l'acheminement des potentiels d'action se poursuit jusqu'au centre nerveux qu'est la moelle épinière, générant une réaction motrice, un comportement en réponse, une réaction en réponse à la situation stressante. Mais il n'y a pas que. En effet, ces potentiels d'action vont être acheminés ou bien cette information sera acheminée en direction des ganglions sympathiques ou bien orthosympathiques qui sont en liaison anatomique avec des fibres censées stimuler des organes. Donc, mis à part l'acheminement des potentiels d'action en direction de la moelle épinière, nous assistons à un acheminement de cette information nerveuse en direction du système limbique régissant nos émotions et qui a fait l'objet d'études lors de la consommation ou bien lors de l'étude de l'effet de la cocaïne sur les synapses dopaminergiques. À la stimulation de la médullo-surrénale, l'hypothalamus est en mesure d'activer l'hypophyse. Et c'est ainsi que s'achève la schématisation du mécanisme nerveux du stress. Passons maintenant au volet suivant de l'exercice. En effet, au cours d'un stress prolongé, c'est-à-dire lorsque l'organisme n'arrive pas à se défaire de la première situation stressante, caractéristique de la phase d'alarme, l'organisme a recours à une sécrétion d'une multitude de messagers chimiques, parmi lesquels nous citons la corticolibérine, le cortisol, la thyroxine. Et l'auteur nous demande d'indiquer pour chacun des messagers chimiques évoqués précédemment les structures sécrétrices, les cellules cibles ainsi que les effets physiologiques générés suite à leur fixation au niveau de leurs récepteurs spécifiques. Mais revenons au verbe d'action. De quoi parle-t-on juste lorsqu'on évoque le terme indiqué? En fait, ça vise à faire voir sans ambiguïté, faire savoir, expliciter et expliquer. Donc, je vous conseille d'apporter des éléments de réponse à cette question en présentant votre réponse sous forme d'un tableau, étant donné que nous sommes en présence d'une multitude de paramètres qui se doivent d'être détaillés, et ce pour chacun des messagers chimiques, et ce comme le montre la diapositive suivante. Donc, en adoptant ce modèle, on va essayer de répondre dans un premier temps on va essayer de traiter plutôt dans un premier temps la corticolibérine. En mobilisant vos connaissances antérieures, vous savez que la corticolibérine est un messager chimique élaboré ou bien sécrété par les neurones hypothalamiques, raison pour laquelle elle est dite une neurohormone. Donc les cellules sécrétrices sont les cellules hypothalamiques. Déversée dans le sang de la tige pituitaire, la corticolibérine a pour cellules cibles les cellules de la post-hypophyse qui sont dotées de récepteurs spécifiques. Quelles sont les conséquences de cette fixation? Et c'est ce qui va nous amener vers les effets biologiques recherchés. En effet, une fois les cellules de la post-hypophyse sollicitées par la corticolibérine, elles vont se mettre à sécréter de la CTH et de la TSH. Traitons maintenant les mêmes caractères ou bien étudiant les mêmes caractères pour les deux messagers chimiques restants. Vous avez à gauche le cortisol et à droite la thyroxine. Les cellules sécrétrices du cortisol sont les cellules de la cortico-surrénalienne faisant partie du cortex ou bien de la partie externe de la médullo-surrénale, de la glande surrénalienne, surmontant le rein. Pour ce qui est des cellules sécrétrices de la thyroxine, il s'agit des cellules thyroïdiennes. Fait intéressant, cortisol et thyroxine ont les mêmes cellules cibles et on parle ici des cellules hépatiques, des cellules musculaires, pulmonaires, cardiaques. À l'issue de la fixation de ces messagers chimiques au niveau de leur cible spécifique, s'ensuit l'obtention
d'effets physiologiques. On parle ici d'une accélération du rythme cardiaque, une hypertension, une hyperglycémie, accélération de la respiration, voire crampes musculaires. Ainsi s'achève la résolution du premier exercice traitant de l'hygiène du système nerveux, faisant partie de la première partie de l'épreuve et qui est considéré comme un exercice de croc. Je cède la parole à mon collègue Semi Rebah et qui se chargera de traiter le deuxième exercice, toujours dans le cadre de l'étude de l'hygiène toujours dans le cadre de la neurophysiologie. Tadl, Monsieur Rebah. Merci, Madame Amira. Donc, on va traiter ensemble un extrait de la session principale 2018 de la section Sciences expérimentales. Cet extrait fait partie de la deuxième partie de l'épreuve et qui s'intéresse à la mobilisation des connaissances. Donc l'extrait va s'intéresser à la régulation de la pression artérielle. Donc voyons l'énoncé de cet extrait. Je vous lis donc. On se propose d'expliquer certains mécanismes impliqués dans la réponse de l'organisme humain suite à une hémorragie. Pour cela, on réalise les mesures et les expériences suivantes. Les mesures, donc des mesures de la pression artérielle effectuées chez l'homme avant et après l'hémorragie, ont permis de tracer la courbe du document 2. La première question, analyser la courbe du document 2 en vue d'identifier le phénomène qui a eu lieu après l'hémorragie. Donc, avant de répondre à la question, on doit lire attentivement le libellé qu'on a agrandi ici. On se propose d'expliquer certains mécanismes impliqués dans la réponse de l'organisme humain par suite d'une hémorragie. Donc, on a souligné le verbe d'action, mais aussi quelques mots-clés qui vont vous aider à bien répondre à cette question. Comme je vous ai dit, on commence par souligner le verbe d'action. Donc, le premier verbe d'action est analyser. Or, analyser, c'est décomposer un tout. Dans notre cas, il s'agit d'une courbe, en ces éléments, de manière à le définir, le classer, le comprendre. Et on va finir notre réponse par dégager une déduction. Donc, chaque fois que la tangente de la courbe change, vous voyez là, on a, par ces traits verticaux, on a mentionné ce changement. Et ça va nous faciliter la tâche dans le sens où on a cerné les parties où la pression artérielle change. Donc, 3 zones dans notre analyse: avant l'hémorragie, au cours de l'hémorragie et après l'hémorragie. Donc, des éléments de réponse. Avant l'hémorragie, la pression artérielle était constante à 12 cm/mercure. Au cours de l'hémorragie qui dure 3 minutes, vous voyez là, on a ajouté la durée de cette hémorragie. Donc je reprends. Au cours de l'hémorragie qui dure 3 minutes, la pression artérielle diminue jusqu'à atteindre 8 cm/mercure. Après l'hémorragie, la pression artérielle augmente et retrouve la valeur normale, c'est-à-dire 12 cm/mercure au bout de 5 minutes.
Donc, on va finir par la déduction qui va nous permettre de dire qu'il y a une régulation ou une correction de la pression artérielle. Puis, on a réalisé une première expérience. Chez un chien anormal, on dégage le cœur et certaines structures impliquées dans la régulation nerveuse de la pression artérielle, comme le montre le document 3, et que vous connaissez bien puisque vous l'avez étudié lorsque vous avez traité l'innervation cardiaque. Puis on mesure, avant et après avoir ligaturé des carotides, certains paramètres comme le montre le document 4. Donc ce document sous forme de tableau, il vous présente plusieurs paramètres qu'on a mesurés dans les deux situations, c'est-à-dire avant et après la ligature. Donc la question, comparer chez le chien A les résultats obtenus avant et après la pose des ligatures. En vue de dégager, on a une fonction du sinus carotidien et en B, la conséquence de la variation de l'activité cardiaque et du diamètre des artérioles sur la pression artérielle de l'organisme à la suite de la pose des ligatures. Comme on a fait auparavant, on a souligné les verbes d'action. Dans ce cas, comparer. Donc, le deuxième verbe d'action porte sur la comparaison chez un chien de plusieurs paramètres. On a dit avant et après la pose de ligature. Donc, le sens du verbe comparer, c'est rechercher les ressemblances et les différences de deux faits ou deux phénomènes en se référant à des critères bien définis. En voilà les critères de comparaison que vous allez utiliser. Donc, parmi ces critères, la pression artérielle, la fréquence des potentiels d'action au niveau d'une fibre d'un nerf de Hering, qui est un nerf sensitif, la fréquence des potentiels d'action au niveau d'une fibre d'un nerf pneumogastrique, qui est un nerf cardio-modérateur, la fréquence des potentiels d'action au niveau d'une fibre d'un nerf sympathique, qui est cardio-accélérateur. Parmi les critères aussi, on vous donne le taux plasmatique d'adrénaline, la fréquence des battements cardiaques et le diamètre d'une artériole. Donc, à chaque fois et pour chaque paramètre, vous voyez, on vous donne la variation du paramètre, comme par exemple pour la pression dans le sinus carotidien, avant la pose des ligatures 12 cm/Mercure et après, on a une baisse de la pression artérielle au niveau du sinus carotidien. Donc, pour les fréquences des potentiels d'action au niveau des fibres de nerfs de Hering, avant la pose des ligatures, 150 PA par seconde. Après la pose, il y a une diminution des fréquences des potentiels d'action. Donc, au niveau du nerf pneumogastrique, vous voyez, avant la pose des ligatures, la fréquence des PA est de 140 PA par seconde. Après la pose des ligatures, cette fréquence diminue. Donc, au niveau des nerfs sympathiques, vous voyez, la fréquence des potentiels d'action passe de 30 à 100 PA par seconde. Aussi, le taux plasmatique d'adrénaline augmente après la pose des ligatures. La fréquence des battements cardiaques aussi augmente après la pose des ligatures, ainsi que le diamètre d'une
artériole qui va diminuer. Et là, on parle d'une vasoconstriction, puisque le diamètre a diminué au niveau des artérioles. Donc, après la comparaison, on va dégager la fonction du sinus carotidien et la conséquence de la variation de l'activité cardiaque et du diamètre des artérioles. Donc, le troisième verbe d'action, c'est dégager, qui veut dire tirer d'un ensemble de données un rôle, une propriété, une loi, une relation, etc. Je vous donne des éléments de réponse à cette question. Donc, suite à la pose des ligatures, on note chez le chien A une diminution de la pression artérielle au niveau du sinus carotidien, qui passe de 12 à 6 cm3. Aussi, il y a diminution de la fréquence dPA au niveau d'une fibre de nerf de Hering, qui passe de 150 à 80 potentiels d'action par seconde. Et on dégage la fonction du sinus carotidien. Donc, le sinus carotidien contient des barorécepteurs qui convertissent le stimulus en potentiel d'action. Donc, le phénomène est la transduction sensorielle. C'est-à-dire, peu importe la nature de la stimulation, cette stimulation va se convertir en signaux électriques et on parle d'une transduction sensorielle. Donc, pour la question B, quelques éléments de réponse. Suite à la pose des ligatures, on note chez le chien A une diminution de la fréquence dPA au niveau d'une fibre de nerf pneumogastrique qui passe de 140 à 65 PA par seconde, une augmentation de la fréquence dPA au niveau d'une fibre du nerf sympathique qui passe de 30 à 100 PA par seconde, une augmentation du taux plasmatique de l'adrénaline qui passe de 0,8 à 1,2 microgrammes par litre. On note aussi une augmentation de la fréquence cardiaque qui passe de 70 à 120 battements par minute. Et enfin, une diminution du diamètre de l'artériole qui passe de 100 à 40 micromètres. La conséquence, on va dire l'augmentation de la fréquence cardiaque et la diminution du diamètre des artérioles ont pour conséquence une augmentation de la pression artérielle de l'organisme qui retrouve sa valeur normale. Donc là, deux conséquences, accélération du rythme cardiaque et la vasoconstriction ramène la pression artérielle à sa valeur normale suite à cette hémorragie. La troisième question, à partir des informations tirées précédemment, expliquer le mécanisme nerveux de la régulation de la pression artérielle à la suite d'une hémorragie. Donc encore ici, on a souligné le verbe d'action qui est expliqué, on donne sa signification. Donc expliquer, c'est faire comprendre quelque chose par un développement ou une démonstration. On cherche à expliquer dans ce cas un mécanisme qui est le mécanisme nerveux de la régulation de la pression artérielle à la suite d'une hémorragie. Donc comment on va procéder? On va tout d'abord confronter les éléments à expliquer avec ses connaissances, faire la liste des mots scientifiques à utiliser pour construire la réponse ou les mots-clés qui doivent vraiment figurer dans votre réponse, enchaîner logiquement ces mots pour répondre à la question posée, on commence du plus simple au plus complexe, et utiliser des conducteurs logiques comme en revanche et donc pour avoir une réponse cohérente et structurée.
Donc, je vous propose des éléments de réponse. À la suite d'une hémorragie, il se produit une baisse de la pression artérielle au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique. La fréquence des potentiels d'action au niveau des fibres des nerfs sensitifs dépresseurs devient très faible. Ainsi, celle parcourant l'interneurone inhibiteur, faisant communiquer le centre cardiomodulateur sensitif et le centre vasomoteur. Une levée de l'inhibition du centre vasomoteur, ce centre envoie par les fibres orthosympathiques un message stimulateur, ce qui induit une accélération du rythme cardiaque et une vasoconstriction. Donc, à l'occasion d'une hémorragie, le nombre de PA parcourant les nerfs de Hering et de sillon étant faible, ce qui va induire à la levée de l'inhibition exercée sur le centre vasomoteur. Et par voie de conséquence, on va voir un train de PA important au niveau des fibres sympathiques. Donc, une stimulation de la médullo-surrénale par l'intermédiaire du nerf splanchnique. Cette glande libère une hormone, l'adrénaline, qui provoque également la vasoconstriction et l'accélération du rythme cardiaque. Les deux effets, en fait, vasoconstricteur et accélérateur du rythme cardiaque, corrigent l'hypotension et ramènent la pression artérielle à sa valeur initiale. Remarquez bien, il y a des termes et des mots qu'on a ici colorés en bleu. Donc, ce sont les termes spécifiques et des mots-clés qui doivent figurer dans votre réponse. Et pour cette raison, je vous ai conseillé, avant de répondre à cette question, il faut commencer tout d'abord par dégager les mots-clés qui doivent figurer dans votre réponse, puis commencer la rédaction de la réponse. Donc, l'expérience 2 et 3, on effectue sur 2 chiens B et C des dosages de certaines substances dans différentes conditions. Les expériences et les résultats obtenus sont présentés par le document 5. Je vous lis la deuxième expérience. On mesure chez le chien B le taux de rénine avant et immédiatement après une hémorragie provoquée. Résultat, avant l'hémorragie, le taux plasmatique de rénine est de 1,5 nanogrammes par millilitre. Immédiatement après l'hémorragie, le taux plasmatique de rénine est de 5 nanogrammes par millilitre. Donc, suite à une hémorragie, pour le moment, on va dire qu'il y a augmentation du taux de rénine qui passe de 1,5 à 5 nanomètres par millilitre. Pour la troisième expérience, on mesure chez le chien C, qui est normal, avant et après injection de rénine, la variation du taux plasmatique d'angiotensine, plasmatique d'aldostérone et des ions de Na+ réabsorbés au niveau des reins. Les résultats sont traduits par les courbes ci-contre. Donc, voyons un peu ces courbes et essayons de comprendre les variations de ces 3 paramètres. Donc, angiotensine, la courbe ici en rouge, l'aldostérone en bleu et en pointillé, et bien sûr la troisième courbe correspondant aux ions de Na+ réabsorbés. Passons à la quatrième question, qui est exploiter les résultats du document 5 et utiliser vos connaissances en vue
d'expliquer le mécanisme de la régulation de la pression artérielle par le système rénine-angiotensine à la suite d'une hémorragie. Donc, j'ai souligné les verbes d'action. Le premier verbe, exploiter, et suite à l'exploitation, on va ou on est demandé d'expliquer. Donc, le verbe d'action exploiter veut dire extraire dans un document des informations utiles à la résolution du problème scientifique posé. On cherche donc à expliquer le mécanisme de la régulation de la pression artérielle par le système rénine-angiotensine. Comme on a dit précédemment, c'est très important de faire une bonne présentation à vos réponses. Donc, par exemple, dans ce cas ou dans cette question, on va présenter la réponse sous forme d'un tableau. Donc, ça sera plus clair et plus pertinent. Dans ce tableau, dans la première colonne, on va mettre l'exploitation ou présenter l'exploitation. Dans la deuxième colonne, on va présenter l'explication. Commençons par l'exploitation. Pour l'expérience 2, on va dire, à la suite de l'hémorragie, le taux de rénine augmente. Pour l'expérience 3, à la suite de l'injection de la rénine, il y a augmentation de la sécrétion de l'angiotensine qui est suivie d'une sécrétion d'aldostérone qui est suivie d'une augmentation de la réabsorption des ions Na+. Remarquez bien qu'au niveau du document qui présente les variations de ces taux-là, entre les courbes, il y a des légers décalages. Ce qui nous a permis donc de mettre en relation les trois sécrétions. Passons à l'explication. Donc, à la suite d'une hémorragie, la rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine. Cette hormone agit sur la vasométricité des vaisseaux, entraînant leur vasoconstriction, donc l'augmentation de la pression artérielle. Pour l'expérience 3, l'explication, de plus, l'angiotensine stimule la sécrétion d'aldostérone par les corticosérénales. Cette hormone augmente la réabsorption de sodium au niveau des reins et par voie de conséquence, elle entraîne un accroissement de la volémie, donc une élévation de la pression artérielle. Je vous remercie pour votre attention.